RCN. Le son de la différence. – 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet épilepsie et vieillissement. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Et pour ce faire, on est très bien entouré, puisque je suis déjà avec Aurore de l'équipe Relais Handicap Rare qui porte cette émission avec RCN. Bonjour Aurore. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Quel plateau magnifique nous avons aujourd'hui. Nous sommes accompagnés du professeur Louis Maillard, professeur en neurologie, hein, c'est ça ? C'est bien ça. Et vous êtes responsable de l'unité d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Aurore. Bienvenue à vous dans nos studios, professeur Maillard. Également à côté de nous, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Bernard. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous serez notre témoin aujourd'hui. Dans cette émission, vous pourrez nous raconter un petit peu votre parcours de vie. Et pour vous accompagner, je crois qu'il y a Nathalie qui est avec vous aussi. Bonjour Nathalie. Donc vous accompagnerez, Michel, n'hésitez pas à raconter votre expérience, n'hésitez pas à prendre la parole aussi souvent que vous le voulez. Également à nos côtés, nous avons le plaisir d'avoir Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour à tous. Alors vous êtes sœur et tutrice donc de votre grande sœur qui souffre d'un handicap mental et d'épilepsie, c'est bien ça ? C'est exactement ça, oui. Et également, vous nous ferez part de ce parcours, vous en tant qu'aidante aussi, puis vous pourrez nous raconter évidemment le parcours de votre sœur. Comme vous le savez, chaque mois, nous démarrons cette émission en donnant la parole aux gens, aux Nancéens et Nancéennes, dans la rue. Aurore, 3 questions leur ont été posées. Je te propose de nous donner la première question que nous avons posée. Alors, nous leur avons demandé pour commencer, est-ce que l'épilepsie accélère les signes du vieillissement selon vous ? Je n'en ai aucune idée, parce que je n'ai pas de cas proche de moi et je n'ai jamais lu quelque chose qui m'aurait donné cette information par contre. Non. Je suis pas professionnelle, alors je n'ai aucune idée sur la question pour le coup. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste quelque chose d'humain. J'imagine que oui. Après, je connais personne d'épileptique, donc... Pas de raison. J'imagine que le fait d'avoir des crises, des spasmes et tout ça, ça doit avoir un effet sur le corps à long terme qui doit être un peu délétère, malheureusement. Je pense que oui, effectivement, ça peut accélérer la vieillesse, vu que ça impacte directement sur notre santé, en fait. Le fait d'avoir des crises épileptiques et tout, ça impacte directement sur la santé, ce qui peut causer une accélération de la vieillesse. Moi, je dirais que oui. Ouais, je dirais oui aussi. Parce que un petit peu comme tout type de maladie, je pense que tout type de maladie a un impact sur le corps. Et donc, du coup, effectivement, ça doit accélérer peut-être un petit peu, mais pour moi, ça a un impact. Et notamment par rapport au système nerveux, je dirais aussi. À mon avis, je crois que oui. Toute chose qui provoque de la douleur accélère le vieillissement, donc oui. Je pense, oui. Mais en tout cas, ça a des conséquences. Je pense. Il faut se mettre à la place de la personne. Oh, c'est une bonne question, ça. J'ai un ami qui est épileptique. Il paraît toujours aussi jeune, malgré qu'il ait 26 ans. Donc, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Je dirais... Quand on fait une crise, moi, je dirais que non. Après, ça dépend peut-être au niveau du cerveau, peut-être au niveau des neurones, au niveau des choses comme ça. Ça peut peut-être, oui, là... Physiquement, je dirais que non. Mais peut-être qu'au niveau du cerveau, il y a peut-être quelque chose au niveau neuronal, au niveau... qui peut pêcher, quoi. Bon voilà, les avis sont assez partagés sur cette question. Il y a ceux qui pensent que ça change rien au vieillissement, ceux qui pensent que ça peut avoir un impact, ceux qui disent que en fait ça n'en a pas du tout aussi. On entend cette dame qui parle de son ami qui a 26 ans, qui paraît pas vieux. Bon, 26 ans, on est encore bien jeune aussi. Cela dit, voilà, on a Michel à nos côtés. Je ne connais pas votre âge, mais enfin, vous me paraissez pas... 83. 83, vous les portez bien. Vous les portez très bien, Michel. C'est pour ça que je me plains pas. Alors justement, vous en dites quoi de ce qu'on vient d'entendre ? J'avais vu la télé, déjà, le reportage. Sur le vieillissement quand on interroge les gens dans la rue. Ouais. Et alors du coup, ce qu'ils disent les gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, ça accélère le vieillissement de souffrir d'épilepsie, par exemple ? Non. Non. Je me tourne peut-être aussi vers vous, Claudine. Moi, ce qui me semble intéressant... Ce qu'on entend, réagissez à ce qu'on entend, n'hésitez pas. Allez-y. Moi, ce qui me semble intéressant, dans ceux qui pensent que ça a un effet, c'est que la vieillesse, c'est déjà quelque chose qui fragilise, et le fait, dans ce qu'ils disent, qu'on ajoute quelque chose à cette situation de vieillesse, ça risque d'avoir des conséquences. Là, c'est l'épilepsie. Certains disent au niveau neuronal, d'autres disent globalement.
Bon, moi, je suis pas capable de dire exactement, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça. Oui, vous avez raison, ils le disent bien, ils disent que toutes les maladies, même la douleur, on entend cette notion de douleur qui accélère quoi qu'il arrive le vieillissement, donc qui dit qu'il n'y a pas que l'épilepsie, en fait, que toute douleur qu'on vit dans la vie peut accélérer le vieillissement. Professeur Maillard, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit par les gens dans la rue ? Une certaine forme de sagesse déjà, de prudence aussi dans certaines réponses. C'est en effet une question qui n'est pas facile. Je crois qu'il faut distinguer deux situations, les épilepsies bien stabilisées, c'est-à-dire des patients qui font plus de crise, et c'est la majorité des patients, de ceux dont l'épilepsie reste active, qui continuent à faire des crises. Et là, c'est vrai que chez les personnes dont l'épilepsie est stabilisée, il n'y a pas de conséquences. On en reparlera longuement tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà, ça permet d'évoquer. Par contre, sur les crises, et c'est vrai que ça a été dit par des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui dit, je notais, il faut que je retrouve mes notes, mais les crises, les spasmes, ça a un effet délétère sur le vieillissement. Non. Quand la crise reste isolée et avec une durée normale, elle n'a pas d'impact négatif sur le vieillissement. Une crise avec chute chez une personne âgée peut provoquer des fractures comme toute cause de comme chute. Une chute pour une personne âgée qui n'a pas d'épilepsie. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ce qui vient d'être dit dans ce micro-trottoir ? Pas plus que ça. Alors on continue la deuxième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue Aurore. Est-ce qu'une personne épileptique qui prend de l'âge peut avoir les mêmes activités qu'une autre personne âgée ? Excellente question. On écoute les réponses maintenant. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de raison à ce que cette personne ne puisse pas exercer les mêmes activités qu'une autre personne, quoi. Après, si elle a un traitement qui est efficace, moi je dirais que oui. C'est la même chose des deux côtés. Vous êtes d'accord avec moi ? Probablement, je dirais non, parce que chaque humain ne fonctionne pas forcément de la même manière, en fait. Je dirais même sans âge, parce que moi, je vois mon ami, il n'a pas le droit de conduire. C'est interdit. Il y a plein de choses qu'il n'a pas le droit de faire, prendre son scooter, tout ça. Donc, je dirais non. Parce que déjà, même sans âge, on doit faire attention. Et je pense que plus on prend de l'âge, peut-être plus il y a encore des choses qui viennent se greffer. Non, je ne pense pas, parce que c'est des symptômes qui ne préviennent pas. Sachant qu'il y a des restrictions déjà quand on est épileptique et pas forcément un grand âge, je pense aux écrans, à ces choses-là, j'imagine que les restrictions restent mais qu'il n'y en a pas forcément plus. Je dirais qu'il n'y en a pas plus mais je ne peux pas être sûre. Non, à mon avis, je crois pas, non. Non, il y a plusieurs activités qui provoqueraient des risques. Après, je suppose que si c'est bien encadré, mais ça doit dépendre de toute personne. Il y a un encadrement. Déjà, j'imagine qu'on ne peut pas faire certaines activités seules, ça pourrait être problématique, donc il faudrait être entouré. Et pas toutes les personnes âgées peuvent l'être. Honnêtement, j'y connais rien, mais strictement rien sur l'épilepsie. Bon, effectivement, si on connaît rien, on peut ne pas avoir d'avis. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites liées à la solitude, à l'encadrement, des choses qui sont dites aussi au fait que c'est pas forcément le vieillissement qui empêche, mais peut-être simplement la maladie déjà dès le départ. Comment voulez-vous réagir à ce qui vient d'être dit ? La parole est libre, allez-y. Vous, je crois que Michel, avant même qu'on lance les réponses, vous rigoliez, vous me disiez non, on peut pas faire les mêmes choses. C'est ce que vous disiez ? Oui, exactement. Sauf pas grimper à une échelle. Oui. Oh, mais sinon. Sinon, vous faites tout comme tout le monde. Oui, c'est le professeur Vespignani qui avait mis en place le traitement. Apparemment, il est bon. La notion de traitement, ça sera un sujet qu'on continuera d'aborder, mais on l'entend d'ailleurs dans le micro-trottoir. Quelqu'un qui dit si la personne a le bon traitement, globalement, ça lui permet quand même d'avoir une vie à peu près normale. Oui, encore une fois, chez une personne qui a une épilepsie qui est bien équilibrée, c'est-à-dire sous traitement qui ne fait pas de crise, on se donne généralement une limite à 1 an minimum. Les restrictions sont très très faibles en fait, et la vie est quasiment la même que celle d'une personne sans épilepsie. Donc moi j'ai coutume de dire à mes patients, vous êtes en bonne santé quand ils sont équilibrés. Quand ils sont équilibrés, oui. À l'inverse, effectivement, il y a des restrictions quand l'épilepsie reste active, et ces restrictions sont les mêmes qu'on soit une personne jeune ou plus âgée. Simplement, les activités ne sont pas les mêmes, donc c'est des questions qui se reposent, bien sûr, mais les restrictions restent les mêmes, les règles de restriction restent les mêmes. Je veux dire, c'est des questions qui se posent de manière aussi à toute personne. Il y a des choses qu'on fait jeune, qu'on fait peut-être pas plus âgé, et vice-versa. Donc les questions aussi se reposent à tout le monde, sauf qu'elles sont effectivement liées à quelques restrictions qui peuvent y avoir liées à un traitement pas équilibré, par exemple. Voilà, on évoquait la question de la conduite automobile. Une personne, je veux redire ici, à ce micro, qu'une personne qui a une maladie épileptique, si elle est bien stabilisée, peut conduire, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit âgée, sous réserve d'un avis d'aptitude du neurologue et d'un médecin agréé.
Alors chez la personne âgée, bien sûr, vont se gréver d'autres limites éventuelles, qui sont des limites visuelles de perception, d'audition, de capacité attentionnelle, de somnolence, qu'il faut prendre en compte et qui viennent s'ajouter à la question de l'épilepsie. Mais l'épilepsie en elle-même, chez la personne âgée, il n'y a pas de spécificité des restrictions liées à l'épilepsie chez la personne âgée par rapport à une personne plus jeune, à mon sens. On peut peut-être juste redéfinir ce que c'est une épilepsie qui est équilibrée, qui est avec un traitement pour que les gens comprennent bien pourquoi on a cette notion-là. Parce que ici, nous, on a l'habitude d'en parler, mais peut-être des auditeurs qui nous rejoindraient ne comprennent pas forcément la différence qu'il peut y avoir. Donc les épilepsies qui sont équilibrées sous traitement, c'est 2/3 des personnes qui ont une maladie épileptique. Et donc, ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont fait au moins une crise d'épilepsie avérée, et chez lesquelles on a trouvé d'autres marqueurs, soit sur des examens complémentaires ou d'autres crises, qui ont permis de poser le diagnostic d'une maladie épileptique, c'est-à-dire d'une maladie du cerveau qui les expose à refaire des crises. Mais une grande majorité de ces patients, encore une fois, sous traitement, une fois qu'ils ont fait cette crise et qu'ils ont un traitement adapté, ne refont plus de crise, sous réserve d'une prise régulière du traitement et d'un rythme de vie régulier, on va dire, respectueux du sommeil, etc. Très bien, je pense que c'était important à ce moment-là de repréciser cette chose-là. Est-ce que, Claudine, vous vouliez réagir à ce qu'on a entendu des gens dans la rue ? Moi, j'ai quand même une chose qui me fait toujours réagir. Il y a quand même quelqu'un qui dit, je pense que, par exemple, dans les restrictions, les écrans, c'est quand même quelque chose qui revient toujours. Sauf que les personnes épileptiques, il y en a finalement assez peu qui sont concernées par cette problématique de l'écran. Et puis de moins en moins, maintenant que les écrans sont plus cathodiques, non ? J'ai une bêtise ? Non, vous avez tout à fait raison, Thomas. On se tutoie dans la vie, c'est pour ça que ça peut arriver. Tu as tout à fait raison. Ça représente que 5% des épilepsies. Et tout le monde fait souvent une fixation sur cette question de la sensibilité aux lumières, et en fait, qui sont une sensibilité aux lumières stroboscopiques. Et autrefois, pour les gens de notre génération, qui ont connu des écrans cathodiques qui clignotaient à une fréquence de 50 Hz, 5% des personnes avec une épilepsie étaient exposées à ce risque. En réalité, maintenant, avec les écrans plats qui ont des fréquences de rafraîchissement beaucoup plus élevées, ce risque est encore plus faible. Donc on l'oublie. En fait. Donc à cette dame qui le disait, dites-vous que maintenant on peut vivre, même personne âgée, et regarder la télé globalement. Il n'y a pas de souci. On va écouter les réponses à la troisième et dernière question, Aurore. Une crise d'épilepsie est-elle plus grave lorsqu'on est âgé par rapport à lorsque l'on est jeune ? J'en sais rien du tout. Rien du tout, je ne sais pas. Bon, on peut imaginer la réponse bateau. Oui, ça doit être plus grave étant âgé. Mais pourquoi ? Je peux pas vous dire. Alors, c'est une bonne question. Je répondrai quand même oui. Parce que quand tu es jeune, tu es quand même plus vif, plus réactif, tu as plus d'énergie, tu as plus de réflexes qu'une personne âgée qui est déjà atteinte par la maladie. Enfin, je pense que c'est un peu plus dur pour une personne âgée qu'une personne jeune, quoi. J'imagine, parce que j'en sais rien. Oui, parce qu'on se fatigue avec l'âge. Et les crises d'épilepsie, c'est très fatigant. Normalement, il n'y a pas de différence. C'est une maladie comme tous. Donc, jeune ou plus âgé ou moins âgé, c'est la même chose, quoi. Tout problème de santé s'aggrave quand on vieillit, parce que notre corps vieillit et du coup, s'affaiblit. Donc, oui. J'aurais tendance à dire quand on est âgé, parce qu'on est plus fragile. Mais sans certitude. Non, pour moi c'est kiff-kiff. Après c'est sûr, si on a d'autres pathologies, ça peut peut-être aggraver la chose. Mais jeune, on peut aussi y passer ou avoir des gros dommages. Donc moi je pense pas que ce soit une question d'âge. Je pense que c'est une question d'intensité, comme on a ces crises, tout ça. Ou que c'est qu'on est aussi, il faut pas être tout seul. Il y a des choses que les épileptiques doivent faire attention aussi, je pense, d'eux-mêmes, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire. Et puis prévenir aussi son entourage. Alors en étant jeune, oui c'est peut-être grave, mais je connais pas les gens âgés, donc j'ai jamais vu ça. Moi je dirais que non, pareil. Peut-être qu'il y a des jeunes personnes qui sont pas au courant, qui sont épileptiques et qui peuvent faire justement des crises, mais sans savoir qu'ils sont épileptiques, et ça peut avoir un impact aussi grave que quelqu'un qui est suivi, enfin. Non. Après ça dépend pour moi de l'état de santé de la personne qui est plus âgée. Forcément, après quand on vieillit, on est moins apte physiquement, donc les conséquences sont peut-être plus graves, oui. Je ne sais pas. Que vieux, c'est plus ou pire ou moins ou... Non. Pour moi, que tu sois jeune ou pas, ça a la même intensité pour moi. Michel, vous l'entendez, les gens sont un peu partagés sur cette question. Pour vous, est-ce que les crises d'épilepsie sont plus graves quand on est plus âgé que quand on est plus jeune ? Non. Non, si on est bien suivi, bien traité. Pour moi, c'est kiff-kiff, c'est bien. Oui, vous rejoignez, on a entendu des gens qui disaient c'est kiff-kiff, c'est la même chose, ouais. Nathalie, vous qui accompagnez, vous avez un avis sur cette question-là et par rapport à ce que viennent de dire les gens qu'on a interrogés dans la rue ? Alors Michel, elle a su être raisonnable. À un moment,
quelques crises à la maison, seule à la maison. Elle a décidé d'être entourée et de venir en EHPAD, justement, pour être plus en sécurité lors de crises. Ouais. Voilà. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Des réactions, est-ce que peut-être, je ne sais pas, Claudine ou professeur Maillard, sur ce qu'on vient d'entendre? Ils ont quand même l'intuition du fait que l'épilepsie ne va pas arranger les choses. Et moi, je le confirme pour ma sœur, qui n'est pas équilibrée. Je ne sais pas si c'est le moment de développer. Mais on développera un peu plus tard, effectivement. Mais en tout cas, vous c'est ce qui revient souvent, d'ailleurs, dans ce que vous dites, de ce que vous entendez, c'est que c'est quelque chose qui vient se greffer en plus au vieillissement. Du vieillissement. Ouais. Professeur Maillard. Oui, moi je crois qu'il faut différencier vraiment deux situations très différentes. La première, c'est une épilepsie qui évolue déjà depuis l'enfance ou l'âge adulte, et cette personne avec épilepsie devient âgée, et quand l'épilepsie reste active, effectivement, c'est une difficulté. Des personnes qui deviennent épileptiques en devenant âgées. Et là, clairement, les causes sont différentes. La présentation clinique des crises est très différente. Et parfois difficile à diagnostiquer, mais par contre, ce sont des épilepsies qui souvent répondent bien au traitement. D'accord. Avec des crises qui sont finalement peu invalidantes, qu'on arrive à peu près à bien contrôler, en fait. Voilà, donc on a vraiment deux situations très très différentes. Alors, je pense qu'on reparlera toujours de cet équilibre qu'il peut y avoir, effectivement. Mais il y a quand même vraiment cette notion-là, où moi je rejoins assez ce que dit Claudine, ce qu'on entend beaucoup dans le micro-trottoir, c'est que finalement, c'est qu'une conséquences en plus, mais que le vieillissement de mère, naturellement, il le disait, quand on est plus jeune, on se remet plus vite de tout, en fait, en général, et que peut-être simplement la crise d'épilepsie, elle ajoute de la fatigue à une fatigue, parce qu'on sait que quelqu'un qui vit une crise d'épilepsie, souvent, elle ressort très fatiguée, et que simplement, quand on est plus âgé, on se remet un peu moins vite. C'est ce qu'on entend à un moment donné. Oui, la question de la récupération est très utile et intéressante, en effet. Je pense que c'est peut-être là que se situe la principale différence. Après une crise, on va récupérer d'autres tant mieux que il n'y a pas que le cerveau n'est pas abîmé de façon sous-jacente, qu'il n'y a pas de lésion sous-jacente, qu'on est plus jeune, et bien sûr en vieillissant, la récupération, et c'est pas uniquement la question de la fatigue, il peut y avoir après une crise par exemple des troubles du langage, des troubles de la mémoire, une confusion, et en avançant en âge, cette période qu'on appelle la période post-critique peut être plus longue, plus difficile en termes de récupération. On va évidemment reparler longuement dans un instant, effectivement. RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et ce matin, nous parlons d'épilepsie et de vieillissement. Pour nous accompagner autour de cette table, nous avons le plaisir d'avoir le professeur Maillard, neurologue, je le répète, vous êtes responsable de l'unité d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy, et puis également pour nous témoigner de ce qu'ils vivent ou ce qu'ils vivent de proche ou de loin. Nous accueillons Claudine, qui est sœur de sa grande sœur, qui souffre de handicap mental et d'épilepsie. Également Michel Bernard, vous souffrez également d'épilepsie. Et puis vous êtes accompagné de Nathalie, et tous ensemble on va pouvoir maintenant essayer de comprendre comment ça se passe quand on avance en âge et qu'on souffre d'épilepsie. Je me tourne vers vous, professeur Maillard, parce qu'il y a quelques instants, vous nous avez dit, il y a les personnes qui souffrent d'épilepsie depuis qu'elles sont jeunes et qui vieillissent, naturellement, c'est la vie. Puis il y a ceux qui, en vieillissant, découvrent et deviennent épileptiques. Et d'après ce que je comprends, en plus, on n'est pas sur les mêmes conséquences. On n'est pas sur les mêmes causes et on n'est pas sur les mêmes conséquences. En effet, ce que les gens ne savent pas, c'est que en vieillissant, après 65 ans, ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'épilepsie par an et pour 1000 habitants, augmente de façon importante en fonction de l'âge et devient même équivalent à l'incidence de l'épilepsie chez les enfants et les adolescents. On a souvent l'image que c'est une maladie de l'enfant et de l'adolescent. En réalité, ça débute à tout âge et en vieillissant, l'incidence, la prévalence augmente. Les causes sont très différentes. C'est beaucoup lié à ce qu'on appelle des causes acquises. Trauma crânien, AVC, encéphalite, accidents vasculaires cérébraux pour AVC, mais aussi vieillissement cérébral et maladies neurodégénératives. La bonne nouvelle quand même, alors sont aussi des épilepsies dont les crises, dans leurs manifestations, sont très différentes de l'âge adulte plus jeune et des enfants, et dont le diagnostic est vraiment parfois difficile. Ça peut parfois passer vraiment pour des syncopes, c'est-à-dire des pertes de connaissance d'origine cardiaque ou vagale. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces épilepsies-là, qui débutent chez le sujet âgé, sont souvent très sensibles aux médicaments. Et moyennant le choix de bons traitements, c'est-à-dire bien supportés, compatibles avec d'autres médicaments, parce qu'en vieillissant, on a souvent d'autres traitements,
Mais on a eu beaucoup de médicaments qui sont apparus grâce à la recherche pharmaceutique depuis les 20 dernières années. Eh bien, on arrive finalement à bien traiter ces patients et à faire en sorte qu'ils ne refassent pas de crise et qu'ils ne soient pas limités dans leur autonomie et dans leur vie quotidienne. Oui, parce que c'est pas simple quand on a vécu toute sa vie avec une certaine autonomie et qu'on se retrouve d'un seul coup diagnostiqué avec quelque chose qui peut limiter certaines libertés, entre guillemets. Bien sûr. En revanche, bien sûr, quand on a une épilepsie qui évolue depuis l'enfance et l'âge adulte et qu'on arrive et qu'on vieillit, les problématiques sont totalement différentes. Et là encore, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a deux situations. Ceux qui sont bien équilibrés, qui vont continuer à vivre avec les mêmes restrictions, et ceux qui ne sont pas bien équilibrés. Et chez ceux-là, vraiment, le vieillissement peut être problématique, et je pense qu'on aura le témoignage de Claudine. Voilà. Chez ces personnes-là, quand on n'est pas bien équilibré, qu'il y a beaucoup de crises, ça peut accélérer un petit peu le déclin cognitif. D'accord ? C'est-à-dire la perte des fonctions de mémoire, d'attention. Et chez ces personnes-là qui ont une épilepsie qui résiste au traitement et qui évolue depuis l'enfance et l'adolescence aussi, souvent la cause elle-même de l'épilepsie va interagir avec le vieillissement pour accentuer un petit peu ou accélérer un petit peu le déclin cognitif. Et là, c'est une vraie problématique qu'on essaie d'anticiper. Certains traitements aussi peuvent favoriser des comorbidités liées au vieillissement. Ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire c'est les pathologies associées à la maladie. Comme par exemple la perte de densité osseuse, la déminéralisation osseuse, l'ostéoporose. Certains vieux médicaments antiépileptiques accélèrent l'ostéoporose. Alors aujourd'hui, on a des traitements qui permettent d'éviter ça, qui n'accélèrent pas l'ostéoporose. Mais encore faut-il y avoir pensé et l'avoir anticipé. Et puis quand on l'a pris peut-être pendant des années, il y a quand même des conséquences. Il y a des conséquences qui peuvent être bien sûr irréversibles. Voilà, donc c'est toutes ces problématiques-là, je dirais, qui sont vraiment spécifiques. Qu'il va falloir anticiper en réalité. Quand on a une maladie épileptique et qu'on est suivi tous les ans par son neurologue, quand on est bien équilibré, parfois plus souvent quand elle n'est pas équilibrée, toutes ces questions-là sont des questions qui vont s'anticiper en fait au cours de l'existence. Mais si je vous comprends bien, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, globalement, si on arrive à être équilibré assez vite dans sa maladie, on vivra un vieillissement relativement normal. Oui. La difficulté, encore une fois, c'est vraiment si on n'est pas équilibré, c'est qu'on va avoir cette fois-ci, et là on rejoindra effectivement un peu ce que dit Claudine depuis le début, cette idée que ça vient s'ajouter au vieillissement, ou le vieillissement vient s'ajouter à la maladie, et que ça crée des effets qui peuvent être beaucoup plus compliqués des complications, à vivre dans ce qu'on appelle les comorbidités plus importantes. Alors sur le plan cognitif notamment. Comment on accompagne justement les patients ? Parce que là, je vous entends, il y a peut-être des gens qui souffrent d'épilepsie, qui nous entendent, qui ne sont pas forcément très équilibrés jeunes et qui s'inquiètent. Comment vous accompagnez ces patients justement pour essayer de faire en sorte que leur vieillissement soit le plus heureux possible ? Alors le premier message, c'est lorsque l'épilepsie n'est pas équilibrée, c'est d'aller voir premièrement un neurologue si vous n'êtes pas suivi par un neurologue, et si avec le suivi spécialisé par un neurologue, vous n'êtes pas équilibré, d'aller dans un centre spécialisé pour la prise en charge des épilepsies qu'on appelle rares, complexes, résistantes au traitement. Vous en trouvez dans tous les CHU dans la grande région, le CHU de Nancy étant un centre de référence. Ça, c'est la première chose à faire, parce qu'il y a plein de causes de résistance qui sont surmontables en réalité, qui sont des fausses résistances. Un diagnostic imprécis, un traitement inadapté, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est lorsque l'épilepsie devient résistante au traitement, ça veut dire que ça signifie que la probabilité de faire disparaître toutes les crises devient statistiquement très faible. Donc on change totalement d'objectif. On n'est plus dans un objectif de supprimer toutes les crises. On est plutôt dans un objectif d'essayer de diminuer l'intensité des crises les plus invalidantes, de les espacer, tout en limitant les effets indésirables des traitements. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'escalade thérapeutique infinie, où finalement le patient peut-être fera moins de crises, mais il va être complètement assommé par son traitement du matin au soir et 7 jours sur 7 en fait. Donc on redéfinit complètement les objectifs. On va essayer d'adapter le patient à son environnement et d'adapter son environnement au patient. L'environnement familial à travers l'éducation thérapeutique, les aidants, l'environnement professionnel à travers la communication avec le médecin du travail, le reclassement professionnel, l'environnement social. Voilà. Donc en fait, il y a un changement de paradigme total en fait, où on essaie
aux patients, on essaie d'apprendre aux patients et à son entourage à vivre avec les symptômes qui persistent, à vivre avec cette maladie qui s'exprime encore de temps en temps, en fait. Voilà. Oui, parce qu'en fait, vous essayez vraiment l'équilibre bénéfice-risque, de trouver le bon équilibre qui fait que, du coup, il va falloir plutôt accompagner l'évolution de la vie et l'adapter. Alors, parlons-en justement de l'adaptation, parce que c'est aussi ça. Alors, je ne connais pas encore bien le parcours de Michel, mais je crois comprendre que dans celui de Claudine, par exemple, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, à mettre en place pour accompagner les personnes qui ne sont pas équilibrées dans leur épilepsie. Alors, il y a différents Qu'est-ce qu'il faut faire? On entendait tout à l'heure aussi dans le micro-trottoir, pardon, je finis ma question, mais la question de l'isolement, de ne pas laisser seuls les gens qui pourraient faire des crises. Voilà, il y a tout Alors, ça. Oui et non, c'est un sujet, merci de poser la question, et je pense que l'avis de Claudine sera aussi intéressant. C'est un sujet très très délicat, la question de l'accompagnement par les aidants. Parce que à la fois, bien sûr, on veut protéger, mais en même temps, il faut éviter l'écueil de la surprotection, qui est liberticide en fait. Il faut protéger et autonomiser. C'était le sujet du Purple Day cette année, qui est un sujet extrêmement touchant et important, et qui est vrai pour l'épilepsie comme pour toutes les maladies chroniques, en particulier celles qui touchent le cerveau et la psychiatrie. Protéger et autonomiser. Et le « et », il est important. Et donc, il faut, là encore, c'est comme quand on parle des effets indésirables et d'efficacité des traitements, c'est toujours une balance bénéfice-risque. Donc, on disait ne pas laisser seules des personnes épileptiques. Oui et non. Une personne qui a envie d'être autonome, il faut aussi l'encourager à être autonome, mais il faut l'accompagner dans cette autonomie. Michel, tout à l'heure, disait, elle a rejoint, non, c'était son accompagnatrice, elle a rejoint l'EHPAD parce que c'est vrai qu'elle faisait encore des crises et seule à domicile, elle craignait les conséquences de ces crises. Ben voilà, c'est une sagesse, mais c'est une décision qui vient d'elle, en fait. Et c'est adapté en fonction du type de crise. Il y a certaines crises, par exemple, qui peuvent survenir la nuit, qui sont des crises généralisées, avec des convulsions, qui peuvent être dangereuses, y compris en termes de mortalité. Et là, il y a évidemment un accompagnement avec des mesures de protection, d'alarme. Une personne âgée qui est chez elle et qui tombe, en cas de crise, il y a des systèmes d'accompagnement aussi qui éventuellement peuvent permettre de rester à domicile avec des téléalarmes, des choses comme ça qui se mettent en place et qui ne sont pas spécifiques à l'épilepsie. Donc à chaque cas, on va vraiment essayer de trouver le bon curseur et c'est vraiment une appréciation individualisée. On est vraiment dans la médecine personnalisée qui permet de protéger et d'autonomiser. Et puis, bien sûr, il faut aussi parler des institutions, des instituts médico-sociaux, des MAS, des foyers d'accueil médicalisés, des FAS, en fait, toutes ces structures où l'épilepsie est une dimension d'un handicap qui est souvent plus globale, et je pense qu'on encore, on va l'évoquer avec la sœur de Claudine, et où là, on a affaire à des professionnels de l'accompagnement au quotidien, en fait, et qui vont accompagner tout le long de la vie, en fait, à toutes les étapes de l'existence, ces personnes qui souffrent d'épilepsie et de handicap associés. Puisqu'on parle de l'accompagnement au quotidien avec effectivement cet équilibre à trouver du côté du patient, finalement, ça doit presque partir du patient, tout ça. On reparlait des activités, tout à l'heure, le micro-trottoir, la question était posée, les activités qu'on peut faire, pas faire. Bon, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est la même question qui se pose, c'est selon le traitement, selon... C'est toujours la même question. C'est ça qui fait aussi la richesse du questionnement et, je dirais, du soin. Hein. C'est justement d'être dans cette approche très personnelle, très individualisée, et où la solution va émerger en fait d'un échange entre le patient, la personne de confiance et le professionnel de santé. Parce que ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière en pratique avancée, ça peut être une psychologue, etc. Enfin, tout professionnel, une aide-soignante, tout professionnel de santé. Voilà. C'est vraiment à travers ce dialogue qu'on va ajuster les objectifs. Et il faut dire, bien sûr, moi j'ai insisté sur autonomiser et protéger, on a aussi parfois affaire à des patients qui n'ont pas conscience de la gravité de leur crise, qui n'ont pas conscience qu'au cours de leur crise, ils peuvent se blesser, tout simplement parce qu'au moment de la crise, ils sont inconscients. Et qui sont dans une forme de déni aussi du symptôme et de la gravité du symptôme et des risques. Et c'est les aidants qui s'inquiètent. Et il faut réussir à faire communiquer l'aidant et le patient pour aider le patient à prendre conscience de ce danger dans lequel il se met, de cette souffrance, de cette angoisse dans lequel il met les dents, qui parfois peut vraiment être traumatisé par la crise. Et donc c'est notre rôle de professionnel de santé de permettre cette triangulation, si vous voulez, patient, aidant, professionnel de santé, pour définir des objectifs qui soient les mieux adaptés possibles
pour une personne donnée. C'est fantastique, mais ma question c'est, vous avez le temps? Parce qu'aujourd'hui on le voit bien, chaque patient est différent, on le dit, il y a autant d'épilepsiques, d'épileptiques, et on voit bien que les moyens sont parfois limités. Comment vous arrivez à organiser tout ça? Parce que c'est un vrai sujet aussi, hein. Il faut à un moment donné, on peut en parler, parce que là quand je vous entends, je me dis que ça doit être un temps fou à passer avec chaque patient pour être capable de trouver ce bon équilibre. Alors c'est du temps, mais il ne faut pas le voir juste comme le temps d'une consultation. Justement. C'est le temps de consultation répétée. C'est à ça que sert le suivi médical et paramédical d'une maladie chronique, en fait. C'est justement que toute cette perception-là, elle se fait pas en un instant, en fait. Elle se fait par des entretiens, des rendez-vous. Vraiment, le rendez-vous, c'est important au sens propre comme au sens figuré. Ouais. Des rencontres, des points de rencontre qui sont échelonnés tout au long de la vie, en fait, et où cette perception-là, elle va s'affiner, elle va évoluer. On va apprendre à connaître le patient, ses aspirations, son contexte social. Et puis, bien sûr aussi, c'est aussi pour ça que je recommande, quand on a une épilepsie qui est sévère, à un moment donné, d'aller dans un centre de référence ou un centre de compétences, parce qu'on a du personnel dédié, en fait, qui a du temps pour ça. Pas uniquement du temps médical, du temps infirmier, j'insiste là-dessus, en fait. Puis qui est là quotidiennement. Et qui est là quotidiennement. Qui peut être là quotidiennement pour le patient. Ouais. Oui, voilà, des infirmiers, quand les patients sont hospitalisés, qui ont du temps pour discuter avec eux, parce qu'on a la chance, aujourd'hui, le CHRU de Nancy investit, en fait, sur ces centres de référence pour qu'il y ait du personnel, pour permettre cette prise en charge globale que j'évoquais, en fait, du temps d'infirmière en pratique avancée. Le CHRU de Nancy, aujourd'hui, finance une deuxième infirmière en pratique avancée pour l'épileptologie au sein du CHU de Nancy, et il y a très peu de services en France qui sont... Mais j'allais vous dire, c'est ça, je crois que les infirmières en pratique avancée en épilepsie, c'est moins d'une dizaine de personnes, si je dis pas de bêtises. En France, c'est très très faible, effectivement. Et alors que c'est la deuxième maladie neurologique la plus répandue, quoi. Oui. Ça manque. Et à Nancy, on a vraiment pris le pari, à la fois les médecins épileptologues adultes et enfants, mais aussi la direction du CHRU de Nancy a compris vraiment l'importance de ces nouvelles professions. Et quand on parle de temps, c'est vraiment des personnes dont le poste est défini pour précisément avoir du temps pour pouvoir avoir ces échanges que j'évoquais et cette médecine personnalisée que j'évoquais. C'est ce que vous faites, Nathalie, avec Michel. C'est du temps que vous lui accordez au quotidien? Actuellement, elle vit une vie quasiment normale. Il y a juste quand on sent qu'elle va pas bien, les traitements sont donnés régulièrement. Depuis qu'elle est avec nous à l'EHPAD, il n'y a pas eu de nouvelles crises. Tout se passe bien. Michel, vous confirmez? Ah oui. Ouais. Pour revenir sur la notion de médicaments, justement, parce que, et ça concerne toute personne qui vieillit, c'est qu'on peut, et quand on a beaucoup de médicaments aussi, oublier d'en prendre. C'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut accompagner, surveiller. Comment ça se passe? Merci de cette question, Thomas. On avait fait une étude il y a une dizaine d'années à Nancy chez des patients, sur une cohorte de patients qui étaient résistants aux médicaments. Et 100%, quand on les interrogeait, disaient oui, moi je prends régulièrement mon traitement. Et 100% pensaient prendre régulièrement son traitement. C'est-à-dire qu'ils étaient sincères. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'étaient pas sincères. Mais grâce à des mesures, en fait, on avait objectivé que 60% de ces 100% de patients qui pensaient prendre leur traitement, en fait, prenaient pas bien leur traitement. Ils en prenaient soit pas assez, soit trop. Et ça, c'est un aspect qu'on évoque pas suffisamment. Vous vous levez le matin, vous prenez le traitement de façon automatique, 1 heure après, est-ce que j'ai pris mon traitement ? Et du coup, dans le doute, selon la personnalité, si vous êtes un peu anxieux, vous le reprenez une deuxième fois. Et du coup, effet indésirable. Bien sûr. Et donc, cette question de l'observance médicamenteuse, elle est cruciale dans les épilepsies, comme dans toutes les pathologies chroniques. Et en fait, il y a un système très simple auquel les personnes qui sont âgées, nos aînés, adhèrent facilement, c'est le pilulier, le pilulier magique, parce que qui éventuellement rappelle qu'il faut prendre le médicament, il peut y avoir des alarmes dessus, mais surtout permet de contrôler si on a pris ou pas pris son traitement. Et pour des personnes vieillissantes, je dirais, c'est pas difficile de leur faire accepter l'idée du pilulier. C'est plus compliqué chez des personnes jeunes, parce que le pilulier, il a l'image d'être associé avec le grand âge, en fait. Alors qu'en fait, c'est simplement une aide pour s'assurer qu'on a bien pris son traitement et ne pas le reprendre une deuxième fois ou ne pas oublier de le prendre. Parce que cette question de l'observance, elle est
capitale, c'est-à-dire la prise régulière, rigoureuse de son traitement, elle est capitale dans les maladies épileptiques. Surtout qu'on parle depuis le début d'équilibre, donc j'imagine que l'équilibre il se fait parce que justement le traitement est pris correctement, régulièrement. Ce qui permet d'assurer une stabilité de la concentration du médicament au niveau du cerveau, là où il agit, où il doit agir. Et peut-être une question, je suis très, très stéréotypée, mais est-ce que c'est pas des fois plus facile justement de faire comprendre aux personnes quand elles vieillissent que le traitement est important que pour les jeunes ? Oui, bien sûr. Et en fait, je crois d'ailleurs que c'était évoqué dans le micro-trottoir, ou je ne sais plus, ou dans une information que j'avais lue, c'est que, bien sûr, en vieillissant, et même si c'est un lieu commun, il y a une certaine forme de sagesse, en fait, qui arrive, une philosophie de la vie. Une acceptation aussi. Une acceptation, y compris de ses limites, en fait. Et donc, bien sûr, du coup, l'adhésion au traitement, l'adhérence, l'observance, elle est plus facile à obtenir chez des personnes vieillissantes que chez des personnes jeunes qui sont souvent dans le déni, qui ont du mal à accepter l'image de handicap associée à la maladie épileptique. Et la prise d'un traitement les renvoie quotidiennement à une situation de personnes malades. Alors moi, j'essaie de leur expliquer que non, c'est pas parce que vous prenez un traitement que vous êtes malade, au sens vous êtes en bonne santé. Vous prenez un traitement, mais vous êtes en bonne santé grâce au traitement. Mais voilà, il y a ce chemin-là, cet apprentissage qu'on doit faire avec des personnes jeunes, il est plus facile avec des personnes plus âgées. Ouais. Bon, Michel, on est d'accord, les traitements, vous les prenez bien. On me les donne maintenant. On vous les donne, on les amène à l'EHPAD. Et ça vous aide, qu'on vous les donne? Ah oui, je suis sûre de ne pas oublier. Ça peut être une angoisse pour vous d'oublier Non, ça l'a jamais été? Non. Donc, en tout cas, on a une témoin qui prend bien son traitement, si je comprends bien. Comme j'ai eu plein de choses maintenant. Ouais. On parlait d'acceptation, c'est vrai que je rebondis dessus, mais hors antenne, on discutait tous les deux, parce que moi j'ai aussi une maladie chronique, et on disait, merde, faut l'accepter, on vit comme ça, hein, c'est comme ça la vie. Oui, exactement. Bon, on va continuer d'en échanger dans un instant tous ensemble. Vous allez nous raconter vos parcours de vie parce que ça nous intéresse de savoir comment vous vivez, vous, Michel, votre vieillissement, si je puis me permettre. En tout cas, votre avancée dans l'âge avec cette maladie. Et puis, Claudine, vous nous raconterez le parcours de votre sœur, pour qui je crois que c'est un peu plus complexe et compliqué. Vous, c'est vraiment un parcours d'aidant aussi que vous allez nous détailler dans un petit instant. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Court mais efficace, hein, ce morceau Where is my mind, c'était très joli. Merci professeur Maillard pour ce choix musical. Alors aujourd'hui dans l'émission en direct on parle d'épilepsie et de vieillissement. On a beaucoup évoqué d'un point de vue médical avec le professeur Maillard cette question. Je me tourne maintenant vers nos témoins. Michel, donc vous souffrez d'épilepsie depuis combien de temps, Michel? J'ai dû l'avoir à 36 ans. 36 ans. Aujourd'hui, vous en avez donc presque 83. Je me permets de le dire, vous me l'avez dit, donc voilà. C'est pas inscrit d'État. Bon, si c'est pas inscrit d'État, on peut le dire. Et donc, vous avez vécu maintenant beaucoup plus longtemps avec l'épilepsie que sans. Oui. Mais du fait que j'ai été bien soignée au départ, maintenant, ça ne me gêne plus. Je n'aimais pas en parler avant, mais maintenant, ça ne me gêne plus. C'est intéressant ce que vous dites. J'aimais pas en parler avant, mais maintenant, ça me gêne plus. Pourquoi vous aimiez pas en parler avant? Comme une maladie honteuse, je ne sais pas. Et aujourd'hui, pour vous, ça l'est plus. Qu'est-ce qui explique que ça l'est plus? C'est parce que j'ai pris de l'âge. Vous avez pris de l'âge. Je deviens raisonnable. Oui, mais c'est une vraie question. Je me permets d'insister un peu parce que je trouve que dans toutes les maladies, et hors épilepsie, mais souvent les jeunes, il y a un déni de leur maladie. Et c'est un peu ce que vous dites, c'est comme si c'était honteux. Oui. Mais maintenant, ça passe, c'est bien. Ouais. Puis je suis bien soignée. Je suis entourée. Ouais. Entourée par, du coup. À l'EHPAD, je suis très bien. Ouais. Bien soignée et bien tout. C'est vous qui avez choisi d'aller à l'EHPAD, du coup, Michel? Oui. Pourquoi? Parce que j'habite au 3e étage. Et puis, il y avait des escaliers, pas d'ascenseur. Il y a une dame au rez-de-chaussée qui me rendait bien service. Mais je me suis rendu compte que je préférais aller où je serais plus suivie. Plus suivie. Vous vous sentiez plus en sécurité à l'idée d'aller à l'EHPAD ou... Monter 3 étages et puis je suis mieux. Franchement, je ne regrette pas. Vous faites des crises d'épilepsie de temps en temps? Non, je ne m'en rappelle pas. Ouais. Dernier l'électroencéphalogramme, apparemment, c'était bon. D'accord. Là, on est vraiment sur le cas, Michel, qui est équilibré, du coup, si je comprends bien. Oui, c'est ça.
Nathalie, vous confirmez ça aussi, du coup, hein. Tout à fait. À domicile, c'est vrai qu'il y avait quelques crises qui n'étaient pas forcément... dont madame ne se rendait pas compte, forcément, mais avec des conséquences, une fracture du poignet, des chutes, voilà. Donc là, maintenant, le traitement étant bien pris, forcément, tout se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que justement, ce que vous trouvez, Michel, à l'EHPAD, c'est des gens qui vous accompagnent, par exemple, dans la prise de vos traitements? On distribue les médicaments le matin, puis je les prends. Je suis sérieuse, je prends tout ce qu'on me dit. Même du pinard. Mais c'est bien, je suis content de vous le dire. Pour nos auditeurs, on est à la radio. Je suis obligé de dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça fait du bien de temps en temps. C'est raisonnable quand même. Voilà. Mais comme quoi, en fait, on vit complètement normalement. Vous vivez complètement normalement, Michel. C'est mon cas. Vous diriez donc que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Ouais. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui commencent qui comme vous, souffrent d'épilepsie, qui peut-être avaient un certain déni pour cette maladie et qui progressent en âge? Vous leur dites quoi? C'est pas une honte, de toute façon, on n'y peut rien. Ouais. Bien suivre le traitement que le médecin prescrit, c'est tout. J'ai l'impression qu'on a un peu de la chance avec Michel, c'est qu'elle est équilibrée depuis longtemps, si je comprends bien ce que vous dites, c'est ça, hormis quelques crises de temps en temps, mais qui sont maintenant anciennes. C'est ce que vous pouvez aussi nous confirmer, Nathalie, du coup. Tout à fait. Oui, avec le dernier encéphalogramme, c'était bon. L'encéphalogramme qui permet de vérifier justement, c'est ça, professeur? Alors ça permet de mesurer l'activité électrique cérébrale et ça peut donner des indices, même en dehors d'une crise, de l'activité de la maladie, en effet. Donc là, s'il est bon, c'est que les choses sont bien S'il est bon, stables. c'est concordant avec l'observation qui est faite par son accompagnante qu'il n'y a pas d'épilepsie actuellement. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, quand elle était chez elle, il y avait peut-être quelques oublis de médicaments. C'est ce que je crois comprendre, qui ne sont pas liés à de la mauvaise volonté, mais simplement, on peut oublier et qui pouvaient causer des crises. Et donc, se retrouver dans cette institution qui l'accompagne dans sa prise de traitement, non seulement ça la sécurise en cas de crise, mais ça évite aussi, bien sûr, ces oublis de médicaments. Et ça permet de la rendre libre de crise, en fait. Quelles activités vous faites à l'EHPAD? On est toujours prise. Il n'y a que les week-ends, on ne fait plus rien. Il n'y a que les week-ends où vous vous reposez, en fait. C'est vrai. C'est quoi votre activité préférée? Des fois, on va à la cuisine, on épluche les légumes. Après, puis on est beaucoup occupé avec des... Ils posent des questions, il fallait qu'on réponde naturellement. Et puis, j'ai fait tellement de choses. Nathalie, vous travaillez sur la mémoire, c'est ça? Oui, je suis assistante de soins en gérontologie. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des personnes avec des diminutions cognitives. Donc, ce que parle madame, c'est des jeux de mémoire sur la mémoire ancienne, procédurale, présente. Il y a beaucoup de sorties aussi qui se font. Et madame Bernard est toujours partante pour participer. Voilà. Michel, du coup, si je puis me permettre, vous vous sentez pas restreinte dans vos activités, dans votre vie quotidienne, alors? Non. Donc on a une jeune retraitée heureuse. Oui, exactement. Que tout le monde fasse comme moi, ça sera bien. C'est un beau message, je trouve, pour toutes celles et tous ceux qui ont la chance de pouvoir assumer leur maladie, la porter correctement, et puis finalement la connaître et la traiter, de se dire que, voilà, je vous sens heureuse, en fait, Michel. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Oui, heureusement. Si tout le monde était comme moi... Tout le monde serait heureux. Voilà. C'est super chouette comme message. Et merci à vous de le dire et de le témoigner à l'antenne. C'est important aussi, je trouve. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non. On vous remercie en tout cas, Michel. Claudine, vous, c'est un peu différent. Ah oui. Puisque vous, l'histoire, c'est celle de votre sœur. Qui souffre d'épilepsie, et vous nous parliez de handicap mental. Vous voulez bien nous dire quelques mots sur votre sœur? C'est votre grande sœur, déjà, pour C'est commencer. ma grande sœur, on n'a même pas un an de différence. D'accord. À 6 mois, elle a fait une encéphalite. Et elle a une légère hémiplégie du côté droit. Et elle est handicapée mentale et épileptique. Alors, par rapport au vieillissement, ma sœur n'a jamais été équilibrée. Donc, moi, j'ai un souvenir de chutes innombrables, de fractures innombrables. Mais la différence avec le vieillissement, c'est que les chutes ont des conséquences plus graves, notamment probablement liées à l'ostéoporose. Pour donner un exemple, donc ma sœur a fait des chutes tout au long de sa vie, mais dans les dernières années, il y a 3 ans, elle fait une chute liée à une crise d'épilepsie.
Pour bien contextualiser, je peux vous demander l'âge approximatif de votre sœur. On n'est peut-être pas gêné. Elle a 67 ans. Et pour une handicapée mentale, c'est déjà un bel âge. Et donc, elle marchait, il y a 2-3 ans, elle fait une chute, 4 fractures. Les 2 bras immobilisés, un pour des doigts cassés, l'autre pour un problème d'épaule, 2 dents en moins, le nez cassé. Rééducation, l'année suivante, nouvelle chute. Parce qu'on peut les accompagner. Moi j'ai la chance... de savoir que ma sœur est dans une MAS spécialisée pour l'épilepsie, donc elle ne peut pas... maison d'accueil spécialisée. Voilà. Elle ne peut pas être dans de meilleures conditions. Et il y a 2 ans, donc, nouvelle chute, fracture tibia-péroné, opération, et là, rééducation. Mais je pense qu'avec le vieillissement de ma sœur, lié peut-être au handicap mental, je ne sais pas, la rééducation est plus difficile, la récupération est moins bonne, et maintenant elle est en fauteuil roulant. Elle peut encore marcher, un petit peu, mais elle est en fauteuil roulant. Mais c'est ce que je disais à la préparation, j'étais presque contente qu'elle soit en fauteuil roulant. Parce que j'ai plus l'inquiétude de l'appel téléphonique pour dire votre sœur est aux urgences, voilà, etc. Alors, elle a la chance d'être dans une masse. Donc, dans cette masse, il y a un neurologue qui intervient régulièrement. Il n'y a pas des rendez-vous tous les 6 mois. Donc, il y a des réajustements, mais les réajustements ne sont pas simples. Il y a quelques années, ils ont essayé de faire un réajustement qui n'a pas fonctionné, qui a donné plus de crises. Ce n'est pas simple dans une épilepsie qui n'est pas... équilibrée. Alors, dans cette masse, les gens sont formés à l'épilepsie, donc ça c'est formidable. Moi je suis pleine de gratitude tous les jours. Tous les jours je me dis merci de la chance qu'elle a d'avoir une place à cet endroit-là. Professeur Maillard, dites-le. La masse Épi Grand Est. Voilà, oui, je pense que c'est important de donner le nom de cette masse Épi Grand Est, puisque c'est vraiment une masse spécialisée pour l'accueil des adultes avec handicap rare et épilepsie. Qui se situe à Dommartin-les-Toules, qui dépend de l'OHS. Donc voilà, l'importance des structures, mais même dans une structure, tout le monde est formé, mais on n'empêche pas, si je comprends bien, les chutes qu'a eu votre sœur. On ne peut pas empêcher les chutes. Moi, quand je prends ma sœur, je suis toujours à côté d'elle. Avant, quand elle marchait, j'étais toujours à côté d'elle. Elle allait aux toilettes, j'étais à côté d'elle. Donc, si elle avait une chute, s'il y avait une crise, j'accompagnais. Mais on ne peut pas mettre une personne derrière chaque épileptique. Donc, ça a été un souci pour mes parents, enfin ma mère surtout. Qu'est-ce qu'elle va devenir quand je serai plus là et qu'elle vieillira et qu'elle sera handicapée? Moi, j'ai eu de la chance puisqu'elle a été placée dans un foyer, mais quand elle était dans un foyer qui n'était pas spécialisé pour l'épilepsie, il m'est arrivé une année, l'année avant son entrée à la masse, d'aller 5 fois aux urgences en 3 mois. Ah oui, c'est Parce énorme. que chaque chute, comme il n'y avait pas un médecin ou une infirmière capable de faire un premier diagnostic pour dire ça peut attendre demain, etc. Et parfois pour rien, parfois pour des choses graves. Donc c'est vraiment... et là, il y a une autre dimension pour moi qui est essentielle, que j'ai bien entendu dans ce que vous disiez, mais que je n'ai pas toujours trouvé, c'est la bienveillance du personnel. Il y a le soin de l'épilepsie, et puis à prendre soin de la personne qui est épileptique. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est parfois des gens qui étaient pleins de bienveillance. Je crois que la bienveillance, c'est une qualité essentielle dans une société, qu'on devrait tous essayer de développer. Moi, la première, je me mets dedans. Et bon, c'est l'hôpital où elle n'a pas son traitement, je vais le signaler, mais on dit elle va l'avoir. Elle l'a 5 heures plus tard parce qu'en fait, elle n'est pas dans une urgence. Elle a peut-être une fracture, mais c'est rien une fracture aux urgences. C'est quelque chose qui n'est pas vital. En revanche, le traitement est important pour l'épilepsie de votre sœur. Par exemple. Donc, voilà. On comprend qu'il y a encore des réajustements à faire, professeur Maillard. On le dit, il y a encore vraiment des... et on le disait hors antenne d'ailleurs, le lien entre les différentes structures qui existent autour de cette maladie ou de ces maladies, il n'est pas toujours simple à trouver pour les familles. Il y a encore beaucoup de travail, merci pour votre témoignage, il est précieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur les filières, sur les parcours de patients, en effet.
Sur le fait d'éviter les services d'accueil d'urgence lorsque c'est pas nécessaire. Il y a souvent un recours trop fréquent aux services d'accueil d'urgence. Et ça se comprend. Une crise qui a lieu sur la voie publique, sans personne de confiance autour qui peut rassurer, ça peut impressionner. On appelle les pompiers ils sont dans l'obligation d'emmener aux urgences. Et nous, on travaille là-dessus spécifiquement, et ça me donne l'opportunité de le dire, précisément sur cette question du post-urgence, de l'éducation des patients, de l'entourage, à éviter le service d'accueil d'urgence. Non pas à chaque fois, mais lorsque ce n'est pas nécessaire. Et c'est précisément sur cet objectif-là de travail de filière, de lien ville-hôpital et d'éviter les urgences lorsque ce n'est pas nécessaire, que la deuxième infirmière en pratique avancée dont je vous parlais, que le projet a été accepté et financé par le CHRU sur ce sujet-là, précisément, en fait, de favoriser les filières et d'optimiser les parcours des patients. On est déjà au terme de cette émission. Peut-être rappeler une chose importante avant de conclure, c'est que si on voit quelqu'un qui fait une crise dans la rue, il y a quand même une petite chose à vérifier, c'est la durée de la crise déjà pour commencer. Oui, notez et que ça ne redémarre pas tout de suite. Voilà, notez l'heure de début pour avoir une appréciation de la durée, protéger la personne, bien sûr, comme toute syncope ou tout événement neurologique. Et puis, moi, je pense que laisser ces coordonnées aux pompiers qui vont intervenir pour pouvoir éventuellement être interrogés sur ce qui s'est passé. Et pour les pompiers, bien noter les coordonnées d'un témoin que les médecins pourront recontacter ultérieurement. Souvent, ça manque, cette information. Et puis ensuite, la décision ou pas d'aller aux urgences, eh bien, ça va dépendre de l'appréciation des secours qui sont sur place. Mais je crois qu'il faut qu'ils soient aussi à l'écoute du patient lui-même et des proches lorsqu'ils sont là. Et lorsqu'en effet, c'est une épilepsie qui est déjà diagnostiquée, déjà connue, qu'il n'y a pas de conséquences graves immédiates de la crise et qu'elle était brève, ne pas nécisément systématiquement envoyer aux urgences. Mais simplement leur conseiller de recontacter le neurologue qui les suit ou l'infirmière en pratique avancée qui les suit. Je regrette que cette émission se termine déjà. Elle est passionnante, elle était passionnante et j'aurais adoré pouvoir continuer à échanger beaucoup plus longtemps avec vous tous. Je vous remercie de votre confiance, Claudine, Michel et Nathalie, d'être venus témoigner à notre micro. C'est toujours riche et important pour nous de vous faire entendre vos voix. Merci vraiment à vous trois. Merci aussi, professeur Maillard, pour votre expertise. Merci Thomas et merci Radio Caraïbes Nancy pour ces émissions et merci à Aurore et à l'équipe Relais Handicap Rare pour ce travail que vous faites avec EPI, c'est tout, qui est vraiment merveilleux. Merci. Merci mille fois à vous. On va finir avec quelques infos très rapides, Aurore, dont une importante sur le Purple Day, mais je ne sais pas dans quel sens tu veux les donner. On t'écoute. Voilà, donc il y a quelques ressources qui seront en ligne sur YouTube, notamment un guide, les personnes âgées et l'épilepsie, un webinaire, le dernier webinaire de Coactis également, et puis le Purple Day, le prochain, donc c'est une soirée dédiée à l'épilepsie sur Nancy, aura lieu le 25 mars. Notez la date. Les inscriptions sont ouvertes et il y a plus d'infos sur le site de l'équipe Relais Handicap Rare. Une soirée toujours passionnante. Merci à vous tous d'être venus participer à cette émission aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. La thématique ? Alors ce sera sur l'habitat inclusif. Incroyable. Prochain sujet, habitat inclusif. Belle journée à tous sur RCN et à très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org